Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez de très bonnes lectures en ce moment. Et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale book haul du mois de décembre 2023. Alors, je vous annonce la couleur, il va être énormissime. On est quand même sur... À vue de nez, je crois qu'on est quand même sur plus de 70 titres. C'est très varié. Donc il y a du roman, il y a de la BD, il y a des éditions collector, il y a des livres documentaires, il y a des poches, il y a des grands formats. Franchement, c'est très varié. Donc, du coup, voilà, on en a pour un long moment. Installez-vous bien confortablement et on démarre tout de suite la vidéo book haul. Alors, il faut savoir qu'il n'y a absolument aucun ordre logique dans ce que je vais vous présenter, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer par le premier arrivé et le dernier jusqu'au dernier arrivé. En plus, sur les 70, il y en a quand même une bonne partie qu'on m'a donnée. Donc, du coup, voilà, ça va être un gros mix globalement entre mes achats et mes dons. Donc, je ne vais pas faire de différence et je vais tout vous présenter en même temps. Premier livre donc à vous présenter, c'est Noir comme l'orage de Sonia Delzong aux éditions Fleuve Noir, qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps. C'était de mémoire le 11 ou le 12 janvier. Voilà, alors moi je l'ai reçu en service presse, je suis ravie. Merci beaucoup Sonia d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup Fleuve Noir. Donc ici, on est après une nuit d'orage, alors que la saison touristique commence à peine. Des corps sont découverts sur l'île d'Oléron et ses alentours, attachés à des pieux métalliques, plantés dans le sable face à l'océan foudroyé. 7 dépouilles au total et des modes opératoires très proches. Le capitaine Max Fontaine, en poste à la PJ de La Rochelle, va aussitôt être chargé de l'affaire. Sa priorité, trouver le lien qui unit les victimes pour espérer remonter jusqu'à leur assassin. Il ne doute cependant pas de la douloureuse épreuve personnelle qu'il s'apprête à traverser, ni de la solitude, de l'impuissance et de la rage qui vont l'habiter durant cette enquête, car de nombreux obstacles se dresseront sur sa route avant qu'il puisse accéder à la vérité. Et comment vous dire que j'ai hyper hâte de le lire. C'est quand même un très gros bébé de 550 pages, donc ça va être un excellent moment de lecture. J'adore ce que Sonia fait, j'adore ce que Sonia propose, et en tout cas ce côté un peu enquête avec cette histoire d'orage, etc., moi je trouve ça vraiment super. Et j'en profite aussi pour vous parler du défi sur le club des mordus de lecture, parce que du coup avec l'orage, on peut parler d'un livre qui parle d'une condition météo. Donc, ça peut être vachement sympa en même temps. Alors, la question maintenant, ça va être où est-ce que je vais les mettre ? Alors, je crois qu'on va essayer de les stocker au fur et à mesure, sinon on ne va jamais y arriver. Ensuite, j'ai fait un swap avec mon ami Gérald pour Noël. Alors, en plus de livres, il m'a envoyé une trop jolie petite peluche qui fait bouillotte. Et en vrai, je l'ai vue dans le carton, elle est magnifique. Je l'ai sortie, j'étais aux anges. Donc en fait, c'est une petite peluche lama qui fait aussi bouillotte et elle sent trop bon. Donc voilà, moi je voulais la montrer parce que en vrai, je l'adore. Elle est à côté de mon lit. Je l'adore, franchement elle est trop belle. Donc encore merci Gérald. Et donc Gérald, dans son colis, m'a envoyé 2 livres qui étaient sur ma wishlist. Donc il m'a envoyé Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain. Et donc là, on est dans une belle histoire d'amour au moment de Noël. Bienvenue au refuge du personnage, venez découvrir la magie de notre ferme pédagogique en plein cœur du massif du Mont Blanc. Lia Josserand et son père sont très fiers de ce refuge dans lequel les reines sont élevées en liberté dans les pâturages verdoyants. Les fins de mois sont difficiles, mais jamais ils n'abandonneraient leurs animaux et encore moins pour les vendre au chef étoilé qui voudrait les mettre à sa carte. À quelques semaines des fêtes, le temps presse pour baronne Vérony. Il veut du renne à son menu de Noël. Aussi, le cuisinier n'hésite-t-il pas à s'infiltrer incognito au refuge du personnage pour en savoir plus sur cet élevage et convaincre cette étrange famille de lui vendre à bon prix 1 ou 2 caribous. La guerre semble inévitable, mais la présence d'un certain Nicolas Claus pourrait bien venir tout chambouler. Avec une plume pétillante et humoristique, Sophie Jomain nous offre une comédie féerique portée par des personnages plus attachants les uns que les autres. Donc là, on est vraiment sur une jolie petite romance de Noël, et moi j'adore ça.
mais au moment de Noël. Et là, en vrai, il neige dehors. Et ça donne carrément trop envie de lire ce genre de roman. Et du coup, Gérald m'a aussi envoyé les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North aux éditions Brajlon. Là, on est avec Harry Auguste qui se trouve sur son lit de mort, une fois de plus. Chaque fois qu'il décède, il naît de nouveau au lieu et à la date exacte auquel il est venu au monde la première fois, possédant tous les souvenirs des vies qu'il a déjà vécues. Et quelles que soient les circonstances de sa mort, le monde qui l'entoure demeure identique. On assiste toujours au même mouvement de rébellion en 1917, la guerre éclate toujours en 1939, Kennedy se fait toujours assassiner et les trains sont toujours en retard. Au crépuscule de sa 11e vie, une petite fille apparaît à son chevet qui pourrait bien tout bouleverser. Vous savez, cette histoire de voyage dans le temps que moi j'adore à chaque fois au niveau des thématiques, et là du coup, c'est le genre pile poil qu'il me fallait. Moi je trouvais que c'était vraiment un bouquin qui était très intéressant et très attirant. En tout cas, j'en ai vu de très bons retours. Donc voilà, j'étais vraiment curieuse. Donc encore merci à Gérald pour l'envoi de ces 2 romans. Je me suis aussi pris... je suis un mouton, hein, mouvement de foule. Mouvement de foule avec les autres lecteurs de Il est bien ce livre. Je me suis pris la superbe édition collector de Babel, qui est absolument magnifique, faut dire ce qui est. Donc elle est livrée dans une très jolie boîte, voilà. Et le livre est superbe, c'est un truc de malade. Le livre, voilà. Donc on est chez De Saxus. Le livre est vraiment canon. C'est un truc de malade. C'est... Wow. Et ça me démange profondément de prendre les versions collector de Nevernight, qui sont dans la même édition, qui sont présentées de la même façon. Et en plus, Nevernight, en ce moment, il a hyper la cote. Et cette édition collector de Nevernight m'attire énormément. Mais voilà, 27€ le livre. C'est vrai qu'on se pose la question quand même plusieurs fois, surtout qu'il y en a 3. Donc là, on est quand même sur quasiment 800 pages. Mais alors attention, hein. Quand bien même le livre ne me plairait pas, le livre-objet est absolument magnifique. On va dire ce qui est. Donc, regardez-moi ça. Voilà, on est sur quelque chose de vraiment superbe. Je suis complètement fan. C'est un truc de fou. J'aime beaucoup ce qui est écrit à l'intérieur. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Donc là, on est en 1828. Un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et suivi et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution ? On est sur un bouquin absolument superbe. Vraiment, moi je suis archi fan, je sais pas vous, mais alors moi je suis archi fan de ce bouquin. Il est magnifique, ça brille de partout, franchement. Puis alors avec le coffret autour, c'est certainement un des plus beaux cadeaux livresques que je me suis fait. Je pense que si j'avais fait mes tops, notamment les plus beaux livres que vous avez dans votre bibliothèque, je pense que si je l'avais fait plus tard, ce livre-là en aurait fait partie, clairement. Il fait partie des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Il est vraiment magnifique et le fait de vous le montrer me donne encore plus envie de me commander les Nevernight. Donc, je fais attention à moi quand même parce que je me connais. Alors, j'ai aussi reçu des Profondeurs, je crie vers toi de Sébastien Julien. Et donc là, on est aux éditions Atramenta. Je me demande si c'est pas un genre un peu d'auto-édition peut-être, ou en tout cas une toute petite maison d'édition que je ne connais pas.
Déjà, je tiens à souligner le prix, parce qu'on est sur du 9,90 €, donc je trouve que c'est vraiment pas excessif, c'est bien. On me dit un jeune garçon de 10 ans tente de tracer son chemin aux côtés de sa mère, Sarah, et de Mouchi, leur vieille voisine qui veille affectueusement sur eux. Le tableau de famille pourrait sembler idyllique s'il n'y avait la présence de Fred, beau-père alcoolique, drogué et narcissique. Un matin d'hiver, un drame se produit et réveille les fantômes du passé. Qui est cet énigmatique voisin qui, peu après l'accident de Andy, emménage dans une propriété du village aussi mystérieuse qu'inquiétante? Dans son journal d'enfant, sans espoir, Andy couche ses craintes et sa détresse. Alors, moi, Sébastien, l'auteur, me l'a conseillé parce que j'avais adoré On l'emportera dans la tombe, son autre roman, et il m'avait dit celui-ci peut vraiment te plaire aussi, donc il me l'a gentiment envoyé. Du coup, si tu regardes la vidéo, merci beaucoup pour cet envoi qui m'intrigue beaucoup, et donc j'espère pouvoir lire très bientôt. Décembre, ça a été compliqué pour les craquages. Je me suis offert Shining en édition collector de Stephen King. Donc celui-ci, je ne l'avais pas. Alors j'en ai eu énormément des Stephen King parce que vous le savez peut-être, je suis née le même jour que lui, donc avec des années d'écart évidemment, mais on est tous les deux du 21 septembre et du coup depuis mon adolescence, j'ai pris ce truc, c'est vrai, d'avoir tendance à craquer un peu sur des Stephen King et tous les ans à augmenter progressivement ma collection sur des anciens titres et ne louper aucun nouveau. Et donc là, en vrai, cette édition de Shining, je l'ai trouvée absolument superbe. Alors, il faut savoir que je fais partie de très peu de personnes qui... Alors, je l'ai vu. Alors, je ne sais même plus si je l'ai vu ou si je l'ai entreaperçu. Il y a des années. Je crois que je l'ai juste entreaperçu. J'ai même pas dû le voir en entier, Shining. Donc, je ne peux même pas être... Comment je peux même pas être spoilée déjà sur l'histoire et en plus je peux pas être emmenée sur des terrains différents de l'histoire du livre. Du coup j'avoue que moi Jack Nicholson me fout les boules dans ce film parce qu'évidemment on connaît tous cet extrait où il casse la porte avec la hache et du coup il me fout les boules dans ce film et j'ai pas forcément envie de le voir. Donc je suis plutôt contente de pouvoir le lire et je trouvais vraiment que cette édition était magnifique. J'espère qu'ils vont peut-être en sortir d'autres dans cette collection-là parce que vraiment ça fait une très très belle édition. Et je trouve qu'en France on manque de belles éditions sur pas mal de bouquins. C'est vrai que généralement on a des livres tout plats, on n'a pas de hardback, etc. Donc là en vrai si les Français commencent à nous sortir de très beaux livres, ça c'est super cool. Je vais ranger. J'ai aussi pris Sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk aux éditions, les éditions Noir sur Blanc. Celui-ci uniquement parce que Séverine elle l'a adoré, ça fait partie de ses meilleures lectures, son top ultime. Et je ne pouvais pas ne pas le prendre après l'avoir entendu en parler. On est... dans un roman superbe et engagé où le règne animal laisse libre cours à la colère. Voici l'histoire de Janina Dusheko, une ingénieure en retraite qui enseigne l'anglais dans une petite école et s'occupe hors saison des résidences secondaires de son hameau. Elle se passionne pour l'astrologie et pour l'œuvre de William Blake, dont elle essaie d'expliquer les idées à la réalité contemporaine. Aussi, lorsqu'une série de meurtres étranges frappe son village et les environs, au cœur des Sudètes, y voit-elle le juste châtiment d'une population méchante et insatiable. La police enquête, règlement de compte entre demi-mafieux, les victimes avaient toutes pour la chasse une passion dévorante. Quand Janina Dusheko s'efforce d'exposer sa théorie, dans laquelle entrent la course des astres, les vieilles légendes et son amour inconditionnel de la nature, tout le monde la prend pour une folle. Mais bientôt, des traces retrouvées sur les lieux du crime laisseront penser que les meurtriers pourraient être des animaux. Alors, vous le savez peut-être, j'ai une aversion complètement ultime pour la chasse. Je déteste ça. Ça fait vraiment partie des trucs que je ne comprends pas. Alors voilà, je suis désolée si j'ai des chasseurs parmi mes lecteurs, parmi mes abonnés. Je suis vraiment désolée, mais clairement la chasse ne fait pas du tout partie de mes centres d'intérêt.
je suis de toute façon, comme vous le savez sûrement avec mes chats, complètement gaga des animaux, donc j'ai du mal avec ce comportement. Bref, ce n'est pas le sujet. Du coup, par contre, c'est une thématique qu'on aborde très très peu dans les livres et que je trouve intéressante justement d'avoir été cherchée, d'avoir été abordée. Et ça m'intéresse d'être lu. Donc celui-ci, c'est sûr et certain, je le lirai très bientôt. J'ai aussi pris Chère Mamie, tu vas rire de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Alors, je remercie Lorraine parce que c'est Lorraine qui m'a mis le pied à l'étrier des Virginie Grimaldi. Elle m'a poussé à acheter le premier Chère Mamie. Elle m'a dit tu vas voir, tu vas adorer. Et en effet, je me régale à chaque fois. C'est vraiment très fin, très drôle. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, Virginie Grimaldi. Et du coup voilà. Et en plus, les bénéfices seront reversés à l'association Les Maisons de Vincent. Et les Maisons de Vincent, c'est une association qui développe les lieux de vie adossés à l'agroécologie pour adultes autistes. Donc, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai un enfant qui est autiste sévère. Et ça me touche encore plus particulièrement qu'on puisse aider ces associations-là. En tant que parents, on est vraiment hyper démunis face à plein de choses. On a l'impression de se battre contre l'intégralité du monde, qu'on a tout le monde face à nous, on est toujours en train de relever les manches. Et pouvoir participer, pouvoir aider des associations qui aident les personnes autistes, qui aident les familles, je trouve que c'est génial. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, même si c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, profitez, achetez, et ça permettra peut-être à ces associations-là de pouvoir perdurer, de pouvoir aider les familles qui en ont vraiment besoin. Cadeau de Jean-Mi au salon de Rimbourg qui m'a dit « Cet auteur-là, il faut absolument que tu le lises, c'est une pépite, Où reposent nos ombres, c'est clairement son meilleur livre. » Et donc, il me l'a offert. Il me l'a fait dédicacer au salon de Rimbourg et il me l'a offert. Alors, je n'ai aucune idée de quoi ça parle, je lui fais confiance. On est en été 1987 en Corrèze avec Johanna, Franck, Vincent et Christophe qui se connaissent depuis toujours et qui forment une bande que rien ne peut séparer. Un dimanche d'août, quittant les rues de leur village pour rejoindre la forêt, ils découvrent un paradis coupé du monde où ils sauront épuiser l'oisiveté de leur adolescence. Au même moment, en région parisienne, deux jeunes amis braquent des convoyeurs de fonds et entament une cavale sanglante, fuyant la police et leurs conditions de prolétaires. Portés par le rejet commun d'un avenir déterminé, ces trajectoires divergentes seront amenées à se croiser non sans exhumer de grandes souffrances laissées au passé. Tous apprendront le temps d'un brûlant été que l'innocence a une fin, contrairement à la violence. Voilà, donc du coup, écoutez, moi je lui fais confiance, s'il l'a dit, c'est un de ses meilleurs, c'est un auteur à avoir lu absolument, c'est un de ses auteurs préférés, donc je lui fais confiance et je vais aller là-dessus. Au salon de Rimbourg, j'ai aussi rencontré Michael Mention, qui m'a gentiment donné 2 Morlantes, qui avaient été éditées aux éditions Stéphane Marsan. Et en fait c'est un livre qui du coup n'est plus édité, donc il reste des quantités très limitées, donc si vous l'avez chez vous, c'est une perle rare, attention. On est avec Marie, Nabil et leur fils qui étaient heureux. Philippe était un éminent scientifique, Franck était journaliste au Monde. Désormais, ils sont victimes du puissant lobby de l'industrie chimique. Leur erreur, s'être interrogés sur les perturbateurs endocriniens, ces substances présentes dans notre alimentation et les objets de notre quotidien, responsables de pathologies telles que l'infertilité, le diabète ou encore le cancer. Marie et les autres exigeaient des réponses, ils subissent une riposte d'une violence sans précédent. Rien ne leur sera épargné, une guerre sans pitié, de Paris à Bruxelles, de la bourse à la Commission européenne, où s'affrontent santé publique et intérêt privé, notre avenir et leurs profits. Et de mémoire, il m'a dit qu'il parlait de l'autisme. Alors moi, généralement, l'autisme, c'est quand même une thématique que j'aime très peu lire. Parce que pour moi, la lecture, c'est avant tout une porte vers un autre monde. C'est une porte vers de la détente, vers quelque chose qui me sort de mon quotidien. Et du coup, c'est pas pour replonger dedans. Mais il m'a très très bien vendu son histoire, très très bien vendu son livre. Donc du coup, je suis ravie de pouvoir le compter parmi les miens et de pouvoir éventuellement vous en parler très bientôt.
j'ai aussi reçu La malédiction de Reggio aux éditions Nouveaux Auteurs 2. Et donc là, on est en 1970 dans le sud de l'Italie avec un entrepreneur despotique et brutal qui voit ses locaux incendiés et donc il se lance à la poursuite des frères Rossano qui sont en fait les fils de la personne que l'entrepreneur avait tué. Et donc eux, du coup, ils craignent pour leur vie, ils s'évanouissent dans la nature. Ensuite, on est 50 ans plus tard, à Vimereux, sur la côte d'Opale, le sympathique tandem d'enquêteurs formé par le policier Marcus Kubiak et son intrépide compagne, la journaliste Zoé de Rousseau, est confronté au tragique enlèvement de deux jeunes garçons. Se pourrait-il que ces rapts aient un rapport avec les événements de Reggio, donc en Italie, 50 ans plus tôt. Difficile à imaginer, entre découverte macabre et vengeance familiale, Marcus et Zoé vont faire face à des péripéties aussi mouvementées que périlleuses. Et je l'ai lu, et moi j'ai beaucoup aimé, mais je vous en reparlerai dans un bilan lecture. Je l'ai trouvé vraiment très très sympa, vraiment bien écrit, l'histoire elle se lit très bien, c'est très intéressant. Et voilà, en vrai moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé que c'était très bien construit, que c'était bien rejoint à la fin. Moi, je trouvais ça très intéressant. Ensuite, je me suis aussi pris La promesse de Friedrich Dürrenmatt sur les conseils de Séverine. Et en fait, donc là, on est avec le meurtre d'une petite fille. La mère est complètement désespérée parce que on ne sait pas qui est le meurtrier et le flic va lui promettre qu'il va tout faire pour le retrouver. Et le livre tourne autour de ça et de savoir jusqu'où le flic va être prêt à aller pour honorer sa promesse. Je trouve que la thématique est très intéressante, au-delà du fait que c'est un meurtre d'enfant, c'est surtout voir quelles sont les limites de ce flic, quelles sont les limites pour aider, pour tenir une promesse, pour essayer de retrouver un meurtrier. Et si le sujet est très bien traité, ça peut être vraiment intéressant. J'ai aussi pris Déjà Dead de Cathy Reich aux éditions Pocket. Donc là, on est normalement sur le premier tome des enquêtes de Temperas Brennan, qui est l'héroïne de la série Bones. Je ne sais pas combien il y a eu de livres, il y en a eu quand même une bonne plâtrée. Hein. Peut-être une dizaine, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, Bones, c'est une série qui parle... Oh oui. Ouais, un paquet. Bones, c'est une série qui parle donc de Temperas Brennan, qui est médecin légiste. Un beau jour d'été à Montréal, sur la table de dissection du laboratoire de médecine légale de la police provinciale, arrive un cadavre découvert dans l'ancien parc du Grand Séminaire. Le docteur Temperance Brennan est chargé d'autopsier ce qu'il reste d'une femme découpée en morceaux. Sa sinistre expertise va l'amener en première ligne de l'enquête face à l'assassin pervers qui collectionne les victimes féminines. Armé de son scalpel et de son instinct, Temperance Brennan traque le tueur en série. 5 femmes sont déjà mortes, sera-t-elle la prochaine ? Voilà, donc je suis un mouton. Séverine a dit « Ah, ça a l'air super, machin, c'est vrai que je connaissais pas, etc. » Il a été classé, je crois, parmi les 100 meilleurs polars américains ou quelque chose comme ça. Et du coup, eh bien, je suis un mouton, je l'ai acheté aussi. Alors, j'ai aussi... je ne dis pas de bêtises, voilà. En décembre, j'ai rentré celui-ci, Les filles de la villa aux étoffes de Anne Jacobs. Donc là, on est sur une saga familiale au souffle romanesque, puissant, digne de Downton Abbey. Alors moi, ça avait suffi, sauf que celui-ci, c'est le tome 3, et donc je voulais en profiter pour vous dire que, du coup, comme ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de book haul, que en novembre et en octobre, j'avais pris La villa aux étoffes, donc qui est le premier tome, puis L'héritage de la villa aux étoffes, qui est le deuxième tome. Donc je suis en train de prendre la série. Je suis en train de prendre la série, je ne sais pas si ça va me plaire, mais je suis en train de prendre la série. Et donc Les filles de la villa aux étoffes et le troisième tome. Là on est en 1916, etc. Donc c'est vraiment une saga dans l'époque de Downton Abbey. Moi ça m'a suffi pour me vendre le concept. En plus en vrai je trouve que les couvertures elles sont quand même super jolies.
Donc c'était l'occasion et du coup voilà, j'ai ces 3-là dans ma palle. On m'a aussi offert un superbe cadeau à Noël. J'ai reçu l'intégrale du Seigneur des Anneaux dans une superbe édition de chez Bourgeois, avec des illustrations de Alan Lee. Donc sur le premier tome, Le Seigneur des Anneaux, La Fraternité de l'Anneau. Alors moi je les avais lus à l'époque où les films étaient sortis au cinéma. J'avais tellement aimé le premier que je l'ai vu au moins 150 fois en DVD. Et surtout je l'ai lu. Donc je l'ai lu après avoir vu le film et j'ai anticipé, j'ai lu le deuxième dans la foulée. Et ensuite j'ai lu le troisième entre le deuxième et le troisième film. Bref, je les ai lus. À l'époque ils étaient en poche. Une collection, je ne sais plus, Pocket je crois. Je les ai encore. Et en fait, j'avais carrément craqué sur cette édition qui est absolument superbe, avec des cartes de la comté, avec des cartes de la Terre du Milieu, etc. Voilà. Toutes des illustrations de Alan Lee, qui était l'illustrateur officiel de Tolkien. Ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est un grand format et vu la densité de l'histoire du Seigneur des Anneaux, on est quand même sur quelque chose de très lourd à digérer. Et je trouve que la façon de tenir un grand format, la façon de lire un livre grand format est vraiment beaucoup plus agréable que de lire un poche en pavé. Donc voilà, on a toujours des illustrations comme ça tout au fil du livre que je trouve vraiment superbe. La communauté qui rentre dans la Moria. Je suis une très très grande fan de cette trilogie des histoires du monde de Tolkien. Donc ces cadeaux-là, c'est vraiment superbe. Je suis ravie. Et en plus, parce que je pense que parmi vous, il y en a certains qui adorent ça aussi, cette édition-là est vraiment pas très chère parce qu'elle est qu'à 20 €. Et ce sont des grands formats qui ont quand même 500 pages avec des tas d'illustrations au milieu. Et du coup, moi je trouve que ça sont vraiment superbes. Vraiment, par rapport aux poches qu'on peut trouver, je trouve que cette édition-là est vraiment canon. Donc merci beaucoup parce que ça m'a fait super plaisir. C'est vraiment de très très beaux dessins d'Alan Lee. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de fini, une très belle édition. Donc si vous êtes fan, n'hésitez pas et foncez. Ensuite, j'ai aussi à vous présenter 2 BD. Le Noël d'Hercule Poirot, donc Gérald, petite pensée pour toi, si jamais tu as suivi ma dernière vidéo, tu te souviens, on avait évoqué les BD autour d'Agatha Christie, que moi j'adore, donc celle-ci, je ne l'avais pas encore sur Hercule Poirot. Les dessins sont vraiment super sympas. Moi j'avais lu le Noël d'Hercule Poirot, je l'avais trouvé très très bien. Et du coup je suis contente de pouvoir le voir adapté en BD. Donc voilà, on est sur une BD très sympa. Et du coup, si vous avez suivi mon bilan, le dernier livre qui était rentré dans ma palle à ce moment-là, c'était Ils étaient 10 en BD de Agatha Christie. Et donc là c'est pareil, on n'est pas sur du Hercule Poirot, mais on est sur une adaptation des romans d'Agatha Christie. Voilà. On n'a pas toujours les mêmes dessinateurs, on n'a pas toujours au niveau des scénarios, voilà, on n'a pas toujours non plus les mêmes auteurs de scénarios, mais c'est toujours édité chez Paquet, du coup on a les mêmes formats, on a vraiment ça fait une très belle collection. On va dire que moi c'est le genre de BD que j'adore avoir chez moi. Ce livre est très lourd. Ça a été aussi une folie. Une folie au moment de Noël. La Terre entre nos mains de Thomas Pesquet en édition collector. Je louchais dessus depuis des années. Et j'adore Thomas Pesquet, j'adore ce qu'il fait, j'adore sa personnalité, j'adore plein de choses. Et du coup, je suis vraiment ravie de me l'être procuré. Alors, avec la tranche argentée, voilà.
et avec des photos absolument superbes de la Terre qu'il a sélectionnées parmi toutes celles qu'il a fait quand il était en haut dans l'espace. Voilà, on est sur quelque chose de très 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 joli visuellement, avec des explications, avec voilà, là on arrive sur l'espace carrément, et ce livre est absolument superbe. Ça a été mon gros craquage au moment de Noël, et je regrette absolument pas. C'est vrai que Thomas Pesquet, c'est quand même devenu quelqu'un de très important dans la sphère française des personnalités. Et je trouve qu'on a énormément de chance d'avoir un astronaute français qui ait pu aller passer tout ce temps dans l'ISS et nous ramener des photos aussi jolies. Donc c'est un très très beau souvenir de cette époque-là, de tout ça. Et pour moi, c'était important d'avoir ce livre-là dans ma bibliothèque. On continue. J'ai aussi La prisonnière du Créache de Pierre Poucheret aux éditions du Palémon. Et donc là, on est avec une chef de police qui se retrouve victime d'une machination diabolique. Elle est relevée de ses fonctions et mise en examen. La suspecte échappe de justesse à la prison en étant assignée à résidence dans le sémaphore du Créache de l'île d'Ouessant. Alors que tout accuse Léane, ses amis se mobilisent et sollicitent Marie Lester. Après quelques hésitations, épaulée par ses fidèles Fortin, Passepoil et Gertrude, la célèbre policière quimpéroise accepte de se lancer dans la quête de vérité afin de disculper sa collègue. On est sur quelque chose de très régional. On part en Bretagne. J'adore la Bretagne, c'est clairement une de mes régions préférées en France. Et Pierre Poucheret a quand même de très très bons retours. En tout cas, il fait partie des auteurs préférés de Jean-Mi. Donc, pourquoi pas. Ensuite, j'ai aussi Une bonne raison de mourir de Arthur Caché aux éditions Tornada. Et donc là, on est avec un ancien géologue qui disparaît mystérieusement près de Paris. Beryl, jeune chef de groupe à la crime, se saisit aussitôt de l'affaire. Assistée de Rudy, son adjoint au passé tourmenté, puis d'Ara, un ancien flic reconverti dans le trafic de contrefaçon, elle remonte la piste d'une compagnie pétrolière en Turquie. Mais tandis que les découvertes troublantes se multiplient et que les cadavres s'accumulent, des profondeurs de la mer Noire surgit un terrible secret. Beryl comprend alors que le plus effroyable des comptes à rebours a déjà commencé. Voilà, donc on va être sur quelque chose d'un peu différent, encore une fois, au niveau thématique, mais surtout j'ai une confiance aveugle en Tornada, qui font vraiment des superbes romans, qui est pour moi une excellente maison d'édition. J'ai aussi eu Le Fils de personne de Jean-François Pack, qui a été le prix du Quai des Orfèvres 2023. Et donc là, on est avec un numéro de téléphone, un exemplaire de la peau de chagrin et un briquet de la Légion étrangère. C'est tout ce qui est retrouvé sur le cadavre d'un homme abandonné dans un bassin du jardin des Tuileries. Alors qu'il piétine déjà dans une enquête sur la disparition de 3 jeunes femmes, le commandant Julien Delestran est chargé de l'affaire. Le numéro de téléphone est sa première piste, c'est celui du CNAOP, l'organisme permettant aux enfants nés sous X de retrouver leurs parents biologiques. Mais tandis que le commandant essaie d'avancer sur cette nouvelle enquête, la précédente se rappelle à lui, quand sa hiérarchie lui a joint l'aide d'une psychologue. Tout d'abord sceptique face à cette ingérence, Delestran est bien obligé de reconnaître que Claire Ribaud sait mettre au jour la vérité aussi bien que le plus fin des limiers, et qu'elle ne sera pas de trop pour sonder avec son groupe les tréfonds de l'âme humaine. En tout cas, prix du Quai des Orfèvres 2023, ça peut être intéressant à aller découvrir ce qu'il y a dans ce roman. J'ai aussi lu De la terre dans la bouche d'Estelle Tarot. Alors, celui-ci, de mémoire, il est quand même un peu plus vieux. On doit être sur du 2018, peut-être 2018-2019 ? Je ne sais plus. À mon avis, ça doit être 2018, parce que ces deux précédents sont sortis en 2017 et 2016. On est ici avec les vieux de Mont-Éloi, qui savent pourquoi ils s'aiment ou se détestent, même si les autres l'ignorent. La seule histoire à laquelle il faut croire est celle qu'ils ont écrite au musée de la Chênaie. Elsa refusera cette vérité lorsque sa grand-mère lui lèguera une maison perdue dans la forêt, à 2 pas d'un village martyr.
Guerre, occupation, épuration, 40 années ne sont jamais suffisantes pour oublier et chasser les fantômes du passé. Estelle Tarot, Bus fait des bêtises. Estelle Tarot a une très très bonne réputation d'auteur. Je ne l'ai jamais lue et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Je sais que j'en ai d'autres d'elle, donc peut-être à la rigueur, si vous aussi vous en avez lu des romans d'Estelle Tarot, n'hésitez pas à m'en conseiller un par lequel commencer. J'ai aussi eu La peine du bourreau d'Estelle Tarot. Alors celui-ci, peut-être me dire du coup, en effet, De la terre dans la bouche c'était en 2018, et donc celui-ci doit être de 2020. Donc on est ici avec McCoy qui est bourreau au Texas. Après 42 ans passés dans le couloir de la mort, il reçoit la visite officieuse du gouverneur Thompson qui doit se prononcer sur la grâce du condamné numéro 0451. Il ne leur reste que 4 heures pour faire revivre les souvenirs des McCoy avant l'injection létale. 4 heures dans l'isolement de la prison de Walls, 4 heures pour 5 crimes qui déchaînent les passions, 4 heures pour ce qui pourrait être la dernière exécution de McCoy, 4 heures pour jouer le sort d'un homme. Un thriller psychologique aussi troublant que fascinant, une immersion sans concession dans le couloir de la mort et ses procédures d'exécution. Ça peut être super intéressant. C'est vraiment le genre de thématique qu'on entend très très peu parler. Et du coup, carrément, moi ça m'intéresse vachement. Je sais pas vous, mais moi en tout cas ça m'intéresse vachement. Vous allez me dire encore heureux, ça fait partie de ta palle. J'ai aussi du coup eu La valse des McKinleys de Richard Canal aux éditions du Caïman. On est à Ulysse, une petite ville sidérurgique du centre des États-Unis qui est frappée de plein fouet par la récession. De ces Stilton que chante Bruce Springsteen. Dis donc, on a du mal à le dire aujourd'hui ça. Il est 3 heures du matin, ça fait plus d'une semaine que la pluie s'acharne sur la région, la rivière est en crue, les rues sont sous les eaux. Une voiture approche au ralenti des abords de la ville, s'écarte, et la route est versée... J'ai du mal. Une voiture approche au ralenti des abords de la ville, s'écarte de la route et verse dans un fossé. Au volant, un homme inconscient, gravement blessé dans le coffre, une pelle tachée de sang. Écoutez, en tout cas, les retours que j'ai entendus sont très très bons dessus. Donc, pourquoi pas. En plus, ça a l'air assez facile à lire au niveau, en tout cas, de la mise en page. C'est agréable, parce que moi, c'est vrai que quand c'est écrit que des pavés de pages et de pages et de pages, c'est pas très agréable à lire. Donc, j'aime bien quand c'est un peu aéré au niveau de la mise en page. J'ai aussi L'héritage de Carnac de Pascal Tissier aux éditions Palémon. Donc là, merci Jean-Mi parce que c'est lui qui me l'a donné. Depuis l'assassinat de ses parents sur un voilier à La Réunion, le jour de son 12e anniversaire, le capitaine Solène Melchior n'a jamais remis les pieds sur un bateau. Quand elle reçoit l'ordre d'embarquer comme fausse figurante d'un film sur une navette la conduisant aux 7 îles en face de Perros-Guirec, afin d'arrêter des trafiquants de drogue, la panique la gagne. Comme elle le pressentait, sa mission vire au drame. Lors d'une intervention périlleuse, elle est grièvement blessée et on l'accuse d'homicide. Dans le même temps, plusieurs collaborateurs du célèbre chroniqueur judiciaire Bruce Walker sont assassinés de manière abjecte. La pertinence de ces émissions aurait-elle suscité une soif de vengeance ? Voilà, on est encore une fois en Bretagne, donc maintenant, je le dis plus, vous le savez, j'adore ça. On continue, je vais mettre un peu de lumière, donc on va couper. J'ai aussi eu Le Roi et l'Horloger de Arnaldur Indridason et là on est au XVIIIe siècle en Islande, qui est une colonie danoise gérée par le représentant de la couronne qui souvent usent de leur autorité pour s'approprier des biens, en profitant en particulier des lois qui condamnent les adultères à la peine de mort. Le roi Christian VII, considéré comme fou et écarté du pouvoir, traîne sa mélancolie à travers son palais, jusqu'au jour où il rencontre un horloger islandais auquel a été confié un travail délicat.
Une amitié insolite va naître entre les deux hommes à travers la terrible histoire du père de l'horloger. Le souverain va découvrir la réalité islandaise et se sentir remis en cause par la cruauté qui exerce son nom. Des ateliers du palais aux intrigues de la cour et au bas-fond des bordels de Copenhague, nous accompagnons ces héros dans leur recherche tragique et vitale. Arnaldur Indridason a quand même une excellente réputation. C'est le genre d'auteur vers lequel apparemment on peut quand même aller un peu les yeux fermés. Donc j'ai bien envie de le découvrir moi aussi. Et je sais pas, cette histoire d'horloge m'intrigue un peu quand même. J'ai aussi eu Enfant de salaud de Sorge Chalandon, où là, on est avec quelque chose d'un peu spécial. Un jour, mon grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud. Oui, je suis un enfant de salaud, mais pas à cause de tes guerres en désordre, papa, de tes bottes allemandes, de ton orgueil, de cette folie qui t'a accompagné partout. Ce n'est pas ça, un salaud, ni à cause des rôles que tu as endossés, SS de pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition, qui a sauvé des Français pour recueillir leurs applaudissements. La saloperie n'a aucun rapport avec la lâcheté ou la bravoure. Non, le salaud, c'est l'homme qui a jeté son fils dans la vide comme dans la boue, sans trace, sans repère, sans lumière, sans la moindre vérité, qui a traversé la guerre en refermant chaque porte derrière lui, que s'est fourvoyé dans tous les pièges en se croyant plus fort que tous. Les nazis qui l'ont interrogé, les partisans qui l'ont soupçonné, les Américains, les policiers français, les juges professionnels, les jurés populaires, qui les a étourdis de mots, de dates, de faits, en brouillant chaque piste, qui a passé sa guerre, puis sa paix, puis sa vie entière à tricher, et à éviter les questions des autres, puis les miennes. Le salaud, c'est le père qui m'a trahi. Eh bien, rien que ce résumé me donne carrément envie de le lire. Je n'ai jamais lu Sorge Chalandon. Alors déjà, on est sur quelque chose de 320 pages, mais écrit très grand, assez souple, très aéré. C'est agréable. C'est agréable. Et du coup, moi, il me donne vraiment envie d'être lu, en fait. Je ne sais pas si certains parmi vous l'ont lu, mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis, parce que celui-ci m'intrigue vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai aussi Mauvaise foi de Maurice Gouéran aux éditions M+. Là, on est... rien ne va plus pour Clovis Narigou, mis en examen pour le meurtre d'un certain Socrate. Mais ce n'est guère mieux pour Emma à la poursuite du fantomatique tueur de prostituées, qui ne laisse ni trace ni dépouille sur son passage. Innocenté, Clovis se rend à Rome pour terminer un reportage sur l'architecture mussolinienne. Il en profite pour tenter d'en savoir plus sur l'étrange congrégation religieuse à laquelle appartenait jadis l'infortuné Socrate. À Marseille, Emma éprouve toujours 1000 difficultés pour confondre Augustin Germaud, l'apathique tueur de prostituées, dont on ignore le mobile et la méthode pour faire disparaître les cadavres. À Rome, Clovis prend connaissance des dérives, abus sexuels, détournements financiers de cette congrégation, qui a pu agir impunément pendant un demi-siècle en contrepartie de son influence politique auprès du Vatican. Il est alors loin d'imaginer l'impact de cette découverte, ne permettra-t-elle pas de résoudre la double énigme ? Voici. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette thématique du Vatican, donc pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'en a pas tant que ça, ce genre de thématique, donc ça peut m'intéresser. J'ai aussi eu Le mal que font les hommes de Sandrone Dadzieri aux éditions La Bête Noire, Robert Laffont. Lorsque Amala Cavalcante, 16 ans, se réveille dans les entrailles d'un immeuble désaffecté, elle n'a que 3 certitudes. Elle a été enlevée, elle est attachée au plafond par un hameçon, elle ne sortira pas vivante à moins de s'échapper. Francesca, sa tante, se jure de la retrouver. Avocate, elle a défendu 30 ans plus tôt un homme accusé d'enlèvement d'adolescente, sans succès. Elle sait que son client était innocent et que le véritable meurtrier est toujours dans la nature. Que c'est peut-être lui qui a enlevé sa nièce. Seule, Francesca n'arrivera à rien. Son salut et celui de sa nièce sont entre les mains d'un prétendu touriste israélien qui semble prêt à tout pour la retrouver, même à tuer. Je n'ai jamais lu de Sandrone Dadzieri. Je les ai tous. En tout cas, j'ai les 3 premiers, la trilogie autour du père, là. Ceux-là, je les ai. Et en fait, celui-là est en one-shot. Donc, m'intéresse beaucoup plus. Parce que c'est vrai, sinon, on est obligé de tout reprendre du début. À chaque fois, c'est un peu chiant. Donc là, du coup, celui-ci m'intéresse beaucoup, beaucoup. J'ai aussi eu Panorama de Lilia Hassen. Pardon.
Alors là, moi, de ce que j'en ai compris, on est sur une société de voyeurisme. Je ne l'ai pas lu, mais les retours sont très bons. C'était il y a tout juste un an. Une famille a disparu là où personne ne disparaît jamais. On m'a chargé de l'enquête et ce que j'ai découvert au fil des semaines a ébranlé toutes mes certitudes. Il ne s'agissait pas d'un simple fait divers, mais d'un drame attendu, d'un mal qui irradiait tout un quartier, toute une ville, tout un pays. L'expression soudaine d'une violence qu'on croyait endormie. Hélène, ex-commissaire de police, reprend du service pour retrouver un couple et leur petit garçon Milo. Elle rencontre les dernières personnes à avoir été en contact avec eux. Depuis que la France a basculé dans l'ère de la transparence, ces hommes et ces femmes vivent dans un monde harmonieux, libéré du mal, où chacun évolue sous le regard protecteur de ses voisins. Mais au cours de son enquête, Hélène va dévoiler une vérité aussi surprenante que terrifiante. À travers cette contre-utopie, c'est le monde d'aujourd'hui que l'auteur interroge. Ce roman haletant montre des êtres en proie à leurs pulsions et à leurs fêlures derrière leur apparente perfection. Donc moi, de ce que j'en avais compris, on était dans un monde, comme ils disent, de transparence, c'est-à-dire un monde où en fait toutes les immeubles, toutes les maisons, tout est ouvert, tout est vitré pour qu'on puisse voir ce qu'il se passe chez nos voisins. Je pense que c'est un peu en rapport aussi avec Internet et pouvoir avoir l'accès facile à tout ce que les gens font. Et voilà, de toute façon, le bandeau, pour une fois, je le laisse parce qu'il est quand même très explicite sur ce que raconte le livre. J'ai aussi eu L'étoile du désert de Michael Connelly aux éditions Calman Levy. Donc là, on est avec Bosch et Ballard qui sont ensemble pour que justice soit faite. Après avoir quitté le LAPD rongé par la misogynie, le défaitisme et la bureaucratie, René Ballard revient prendre la direction de l'unité des affaires non résolues récemment reformée. Elle y recrute des stars de la police et demande à Harry Bosch, maintenant à la retraite, de l'aider à résoudre l'affaire de 2 jeunes femmes tuées de la même façon à 10 ans d'intervalle. Bosch ne saurait refuser. Avec toutes les ressources du LAPD, peut-être pourra-t-il en profiter pour arrêter le psychopathe qui a abattu toute une famille dans le désert de Mojave et n'a jamais été retrouvé. S'il respecte Ballard, Bosch supporte mal son autorité et risque de nuire à leur travail. Et les tueurs, eux, n'entendent pas se laisser prendre après toutes ces années d'impunité. D'autant que pour Ballard et surtout pour Bosch, le temps presse. Voilà. Michael Connelly, on ne le présente plus. C'est un auteur à succès qui plaît beaucoup et qui écrit apparemment d'excellents polars. Donc cette histoire en plus me plaît beaucoup. La réunion de 2 personnages principaux a vraiment de quoi m'attirer et En fait, le problème de ce genre de vidéo, c'est que je vous présente mes livres, mais que mes livres me plaisent tous et que j'ai tous trop envie de les lire. Donc quand je vais finir la vidéo, ça va être très très compliqué de choisir lequel. J'ai aussi reçu Malgré toute ma rage de Jérémy Fell. Donc là, c'est enfin la liberté et l'insouciance pour Juliette, Chloé, Manon et Thaïs. Les premières vacances entre amies à l'autre bout du monde, l'Afrique du Sud. Mais celles-ci vont être de courte durée, l'une d'entre elles est enlevée au bout de quelques jours et sauvagement assassinée. Alors que l'enquête commence au Cap, les proches de la victime évoluant dans le milieu feutré et trompeur de l'édition parisienne tentent douloureusement de faire leur deuil. Véritable déflagration familiale, la mort de la jeune fille encourage les protagonistes à se dévoiler peu à peu, et souvent pour le pire. Tandis que les personnages se débattent avec leurs pulsions, de lourds secrets en révélation inattendue. Jérémy Fell pousse ses lecteurs dans le retranchement et les invite à s'interroger sur l'origine du mal et ses effets sur l'âme humaine. Jérémy Fell fait partie de ces auteurs que j'ai envie de découvrir, que je n'ai malheureusement jamais lu, parce que voilà, manque de temps, beaucoup de choix, beaucoup de livres qui m'intéressent. Il fait partie de ces auteurs dont on parle énormément, en tout cas au sein de la communauté que je suis, et du coup ça fait partie des auteurs que j'ai vraiment envie de découvrir, et pourquoi pas vous en parler très bientôt. J'ai aussi eu Brouillard de Victor Gilbert aux éditions Hugo Thriller. Là on est avec Hugo Bollorène qui a beau avoir quitté la police, il y a des appels auxquels il ne peut rester insensible. En plus, avec sa formation de zytologue, c'est comme œnologue mais pour la bière, l'ennui un peu, la bière ça se déguste, ça ne s'analyse pas. Alors quand un espion français assassiné dans la réserve d'accessoires d'un théâtre de Broadway griffonne Bollorène avant de pousser son dernier soupir, Hugo ne met pas longtemps à se laisser convaincre par la DGSE de s'envoler pour New York. À son arrivée, il va découvrir un monde étrange du Edmond Théâtre, du directeur exhibitionniste à l'éclairage aveugle
à l'éclairagiste aveugle en passant par Tchekhov le perroquet alcoolique. Même si sa mission se limite à retrouver l'objet caché par l'excentrique espion avant de mourir, la petite bille qu'Hugo a dans la tête lui souffle de regarder plus loin. Quitte à avancer à tâtons, comme si le brouillard de son enquête et le brouillard de sa vie personnelle ne suffisaient pas, une brume inquiétante recouvre New York. Voilà. En tout cas, j'ai vu très peu de retours sur ce livre. Et par contre, les retours sont toujours très bons. Donc, je suis tentée. J'ai aussi eu Macabre Instinct de Bess Draven aux éditions Mera Éditions. Et donc là, on est dans un village perdu, dans les Vosges. Une adolescente qui vient d'accoucher lors d'une pulsion brutale la pousse à commettre l'irréparable. Camille, journaliste parisienne cherchant à fuir ses démons, se rend dans les Vosges pour se lancer à corps perdu dans une enquête qui bientôt la dépasse. Un jour, elle disparaît mystérieusement. Alexis, son compagnon, reçoit un appel inquiétant avant que la conversation ne se coupe brutalement. Sans nouvelles et cherchant à sauver leur relation, il se précipite à ses recherches avant de se heurter à l'hostilité des villageois. Bientôt, les intimidations et les cadavres se succèdent. Jusqu'où irez-vous pour sauver votre couple ? Je sais que Jean-Mi l'a lu et que les retours sont très très bons là-dessus. Il me l'a très très bien vendu en tout cas. Il m'a très très bien vendu Macabre Instinct de Bess Draven. Donc du coup voilà, c'est cool. Moi il me tente beaucoup. Ça me titille un petit peu cette histoire de disparition et d'accouchement qui était... qui a poussé une pulsion brutale pour commettre l'irréparable, ça m'intrigue un peu. J'ai aussi eu Place de l'indépendance de Martin Krusmith aux éditions Kalman Lévy Noir. Et là, on est en Ukraine. Les temps sont durs pour Arkady Renko, qui est cantonné à du travail administratif et abandonné par la femme qu'il aime, la journaliste indépendante Tatiana Petrovna. Il est donc ravi de voir débarquer dans son bureau moscovite Fyodor Abakov, un petit gangster notoire. Sa fille, Karina, membre d'un groupe d'opposition à Poutine, a disparu. Et l'inspecteur se lance dans une affaire qui va l'entraîner en Ukraine peu de temps avant le début de l'invasion russe. Dans un climat de meurtre politique et de corruption généralisée, Renko mène son enquête sans fléchir, tombe amoureux d'Elena, la colocataire de Karina, et retrouve la trace de cette dernière. Mais il découvre également que cette affaire, en plus de menacer Karina, Elena et même Tatiana, va le mettre, lui, en danger de mort. Un véritable tour de force qui nous raconte l'histoire passionnante et révélatrice de ce qui se passe aujourd'hui en Russie, en Ukraine et en Crimée. Voilà. Un terrain sur lequel je n'ai pas forcément l'habitude d'aller. Tout ce qui est dans les pays un peu soviétiques, tout ça, c'est pas du tout ma came normalement. Mais j'avoue que le résumé de celui-ci m'intriguait vraiment beaucoup. John Grisham, son nom sur la liste, aux éditions J.C. Lattès. J'en ai entendu énormément de bien, comme beaucoup, vous allez me dire oui, mais c'est vrai que celui-ci, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. On est avec Lassie Stolz, qui s'apprête à changer de voie parce qu'elle est éreintée par son travail pour le bureau de l'inspection judiciaire, lorsqu'elle rencontre une femme mystérieuse. Jerry Crosby se présente sous un faux nom depuis l'assassinat de son père 20 ans plus tôt. L'affaire, jamais élucidée, est désormais classée. Elle pense connaître l'identité du meurtrier qu'elle traque depuis 2 décennies. Jerry n'a cependant aucune preuve tangible. Le tueur a toujours une longueur d'avance sur la police et n'en est pas, selon elle, à une seule victime. Il connaît l'expertise médico-légale, les procédures de la police, la loi et pour cause, il est juge en Floride dans la juridiction de Lassie. Lassie peut-elle mener l'enquête sans que son nom s'ajoute à la liste ? Voilà, on est donc du coup avec un meurtrier qui serait un juge et je trouve que l'idée est vraiment géniale. En plus, écrit par John Grisham, donc une réputation quand même au top au niveau des lecteurs de polar et de thriller. Voilà, c'est le combo parfait pour avoir vraiment envie d'aller dans ce genre de roman. J'ai aussi reçu Dans mon obscurité de Valentin Musso. Alors, première chose que je trouve vraiment géniale, c'est le fait que le titre, je suppose que c'est le titre, ça sera vérifié, est aussi écrit en braille sur la couverture, donc vraiment on sent le relief des points, et je trouve ça super. En vrai,
je trouve que c'est génial, très très bonne idée, bravo. On est avec Ludivine, qui est une lycéenne de 17 ans, qui tombe amoureuse pour la première fois de sa fille. Mais le garçon étrange et secret qui l'attire fait peser sur elle un danger dont elle est loin de se douter. Emma, correctrice de 24 ans, mène une vie bien réglée, jusqu'au jour où des événements étranges viennent bouleverser son quotidien et la plonger dans la terreur. Quelqu'un la harcèle-t-il, ou la solitude et les lourdes épreuves qu'elle a traversées la font-elles sombrer dans la paranoïa. Zora, 34 ans, travaille à l'unité des affaires non résolues de la brigade criminelle de Paris. Dans le dos de ses supérieurs, elle prend le risque de rouvrir un vieux dossier portant sur une disparition inquiétante. Ses recherches officieuses vont la conduire dans sa ville natale où elle mettra à jour une terrible vérité. 3 femmes unies par un lien secret qui devront se battre pour faire face à une menace invisible. Voilà. Donc c'est dans Mon Obscurité de Valentin Musso aux éditions Seuil. Et moi vraiment je trouve que c'est super. La couverture est superbe. En plus, 340 pages. Ça a l'air d'être écrit très aéré, très agréable à lire. Celui-là, j'ai vraiment envie de le lire très bientôt. Est-ce que quelqu'un a une recette magique pour faire des journées de 48 heures ? Parce que ça commence vraiment à être un peu compliqué là, niveau timing quand même. Surtout que vous n'avez pas encore vu mon book-haul de janvier. Mon book-haul de janvier, bon, il va être moins pire que celui-là, mais il va quand même être assez conséquent, donc ça n'aide pas non plus. J'ai aussi eu Les Masques éphémères de Donna Leon aux éditions Calman Lévy Noir. Et là, on est au Campo Santa Margherita, un doux soir d'été. 2 étudiantes américaines partent en balade dans la lagune avec 2 beaux Vénitiens et sont grièvement blessées dans un accident de bateau. L'incident semble anodin, mais la curiosité du commissaire Guido Brunetti est piquée par le comportement des garçons qui ont abandonné les victimes à l'entrée de l'hôpital. Le commissaire en est certain, ces 2 suspects ont un secret à protéger. Aidé par sa collègue Claudia Grifoni, Brunetti découvre un vaste réseau de corruption où des bateliers véreux sont impliqués dans un sinistre trafic nocturne. Brunetti va devoir travailler de pair avec la Guardia Costiera en sillonnant les canaux sombres et sinueux de la ville pour faire éclater cette affaire au grand jour. La 30e enquête du commissaire Brunetti est un véritable tour de force sur le crime organisé vénitien. Nous sommes donc à Venise. C'est l'occasion pour moi, encore une fois, de prendre un peu le large et de découvrir des horizons que je lis très très peu. Et du coup, je trouve ça cool. Cette année, c'est vraiment l'ouverture des horizons. On va découvrir des choses différentes parce que c'est vrai que j'adore lire des histoires criminelles qui se passent en France, mais des fois, sortir de sa zone de confort, ça peut être vachement sympa. J'ai aussi lu Le Chant des Innocents de Pier Giorgio Puglisi aux éditions Galmester. Alors, Galmester, c'est une maison d'édition que j'adore. Déjà, je trouve que la qualité de leurs livres est vraiment très très bonne. Là, ici, on est donc dans une histoire où, lorsque la police arrive sur une scène de crime, la scène est glaçante. 85 coups de couteau et une gamine de 13 ans. Mais ce n'est pas la victime, c'est la meurtrière. Elle est là, le poignard encore levé, un sourire diabolique aux lèvres. Pouf. En vrai, j'ai pas envie de vous lire la suite, parce que je trouve que ces 4 premières lignes sont géniales. Et j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer après. Je trouve que on est vraiment dans une histoire originale dès le départ, et ça m'intrigue vachement. Donc, celui-ci me tente beaucoup aussi. Mais je trouve que ces 4 premières phrases sont vraiment top, quoi. Elle est là, le poignard encore levé, un sourire diabolique aux lèvres. On ne sait pas du tout à quoi on va avoir affaire. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont partir, dans quel sens ils vont aller. Ça me fait beaucoup, comme ça, penser sur ce genre de thématique à Comme une image de Magali Collet. Avec la petite fille Lali, je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos top sur les calendriers de l'Avent. Mais Lali, c'est une petite fille où on pourrait donner le bon Dieu sans confession, sauf qu'en fait non, elle est diabolique, elle est exécrable, et j'adorais Lali. En vrai, j'ai adoré Comme une image de Magali Collet, et donc si là on est sur le même genre, c'est le paradis. J'ai aussi eu On dirait des hommes de Fabrice Tassel aux éditions de la Manufacture de Livres.
On est avec un juge des instructions, Dominique Bonté, qui a la réputation de ne jamais clore un dossier avant la fin du délai légal. Les victimes méritent cela. Face à leur vie brisée, elle doit la raccorder jusqu'à la dernière seconde. Le dossier qui est aujourd'hui sur son bureau lui parle de Gabi et de ses parents, Anna et Thomas. De cette soirée où le petit garçon a couru sur la jetée et buté sur un anneau d'amarrage, de sa chute dans les eaux sombres, de son père impuissant face aux vagues. Entre les lignes, elle lit la blessure infinie de la perte, les fissures d'un couple, la culpabilité d'un homme à n'avoir pu sauver sa famille. C'est un drame tragiquement simple, juste un accident. Pourtant, elle n'arrive pas à conclure. Chaque jour, des femmes viennent dans son bureau réclamer de l'aide et elle aimerait que pour une fois, un père soit un héros. Et puis elle l'a appris, les histoires simples, ça n'existe pas. Alors, elle va tout reprendre. Alors celui-ci, en vrai, il m'a tiré de ouf. J'aime justement ce côté où on part d'une histoire basique, toute simple, où elle pourrait juste le classer en accident, et que finalement, on va creuser un petit peu et éventuellement découvrir certaines choses. Et du coup, très tentée. J'ai aussi eu La mère et l'assassin de Alexandra Eshkenazi, pardon pour la prononciation, aux éditions Plomb. On est à Saint-Malo, la nuit, à bord d'un voilier de plaisance en pleine tempête. Une arme à la main, Morgane Le Dantec tient dans ses bras le cadavre de Glenn Bennek, l'homme présumé coupable de la disparition d'Océane, sa fille de 17 ans. Quelques jours plus tôt, une jeune capitaine de police de Rennes, Nina Kaminski, s'empare de l'affaire Bennek. Ce professeur de sport, accusé de meurtre 3 mois auparavant, vient de sortir de détention provisoire pour vice de procédure. En épluchant le dossier, Nina découvre très rapidement de nombreuses incohérences dans l'instruction et un détail qui retient particulièrement son attention. Morgane Le Dantec et sa fille Océane semblaient partager un intérêt commun pour le séduisant professeur. Mère et fille étaient-elles rivales, et si Glenn Bennek était innocent comme il le clame depuis le début. La mère et l'assassin de Alexandra Eshkenazi. Ah, celui-ci est magnifique, en tout cas au niveau de la couverture. Regardez-moi ça, franchement. La couverture, ce genre de couverture, moi je trouve ça superbe. Voilà. Alors ça continue un peu derrière, mais vraiment le côté, les pages, voilà, avec la couverture, je suis fan. Désormais affecté à la... Non, je vous dis même pas le titre. Donc, c'est La cérémonie de Florian Denisson aux éditions L'Oiseau Noir. On est avec le gendarme Maxime Monceau, désormais affecté à la section de recherche de Chambéry, spécialiste du décryptage du langage non-verbal, qui est plongé dans une affaire de meurtre d'une violence extrême, dont les mises en scène macabres semblent reprendre d'étranges rituels ésotériques. Une piste se dessine rapidement. Chacune des proies du tueur en série a été conviée à une cérémonie dont personne n'arrive à découvrir la nature exacte. Des éléments troublants et familiers inquiètent cependant Maxime, et si ces meurtres étaient liés au passé du gendarme? Comment garder la tête froide quand un corbeau les menace, lui et son ancien coéquipier Boris, et ne fait qu'ajouter à la psychose du jeune homme? Maxime serait-il en train de perdre pied? Voilà. En tout cas, ça a l'air intéressant, et surtout, l'effort de la mise en page est vraiment très très intéressant. L'effort de la couverture, voilà, de la tranche aussi. Franchement, c'est très beau, c'est très joli. C'est le genre de livre que j'adore, en tout cas en livre-objet. J'ai aussi eu Gâteau de semoule 2.0 de Ludovic Bouquin aux éditions M+. Donc là, Jean-Mi m'a dit, celui-ci il est génial. Donc on écoute Jean-Mi et on lit. Des ballots de cocaïne pure s'échouent sur les plages du littoral atlantique recrachés par l'océan. Alors, je vais pas mettre des guillemets, mais la cocaïne pure, en vrai, moi, les histoires de drogue, c'est vraiment pas du tout ma came de base. Hein. Ce trésor n'est pas perdu pour tout le monde. 4 amis d'enfance décident de saisir l'opportunité au mépris de tous les risques. Florence Lasserre mène une existence simple et bien rangée. En l'espace de quelques jours, sa belle-mère est accusée de piratage informatique. Elle va tomber sur ses anciens camarades de classe, à qui la vie semble avoir souri. Le commissaire Neka se voit dans l'obligation d'enquêter aux côtés de son inspecteur en cybercriminalité sur l'entourage de la famille Lasserre. De drames en découverte, Florence se retrouve au centre de leur investigation et constate que les apparences sont souvent trompeuses.
il paraît qu'il est très bon. Moi, je veux bien écouter, c'est pas un souci. Ensuite, il y a Data Saglante de Jacob Zamalek aux éditions Métellier Noir. Alors attention, trilogie du Darknet 2. Donc on est sur un deuxième tome d'une trilogie. Je ne sais pas si ça se lit en one-shot ou pas. Et si ce n'était pas vous qui aviez choisi votre vote? Et si vous n'aviez pas toutes les données en main? Novembre 2018, une camgirl est étranglée devant des milliers d'internautes. Peu de temps après, Julita Wojcicka, jeune journaliste polonaise devenue célèbre grâce à son travail d'investigation, reçoit un dossier avec un simple mot « Vérifie ». Au même moment, Oleg, modérateur de contenu d'un réseau social et Aneta, community manager d'un ex-footballeur devenu homme politique, découvrent des manœuvres suspectes et la manipulation politique et électorale. Au risque de leur vie, ces jeunes héros vont se lancer dans des pistes brouillées qui les mèneront hors de la Pologne et jusqu'au DEFCON à Las Vegas. Entre rassemblements de hackers, fermes de trolls, fake news et les labyrinthes du Darknet, ils deviendront non seulement experts en nouvelles technologies, mais surtout dans les 1001 façons de sauver leur peau. Voilà, on est vraiment sur du coup des histoires un peu 2.0 avec des... Voilà, comment est-ce qu'au niveau de la cybercriminalité, ça peut fonctionner, comment les enquêtes se déroulent, etc. Alors, ensuite, j'ai eu Mon cœur est une tronçonneuse de Stephen Graham Jones aux éditions Rivage Noir. On est avec Jade Daniels, qui est une ado marginale, dotée d'un père violent et d'une mère absente qui trouve refuge dans les films d'horreur. Lorsque le sang commence à couler dans sa bourgade lacustre de l'Idaho, son esprit encyclopédique reconnaît les prémices d'un authentique slasher movie. Jade nous entraîne alors dans un cauchemar éveillé et laisse entrevoir un portrait surprenant, celui d'une jeune fille effrayée qui cherche désespérément un foyer. Mon cœur est une tronçonneuse et son histoire, son hommage à l'horreur, sa vengeance et son triomphe. Stephen Graham Jones, c'est pas son premier. J'ai eu des très très bons échos sur ce roman, mais aussi sur d'autres. Il a aussi écrit Un bon Indien est un Indien mort. Il a reçu des prix pour Mon cœur est une tronçonneuse, donc moi il m'intrigue, hein. En vrai il m'intrigue vachement. Alors par contre il a l'air d'être quand même très costaud, 470 pages mais écrit serré, donc c'est un bon pavé en tout cas, mais je sais pas, ça m'intrigue. C'est encore une fois une thématique qui me sort un peu de ce que je lis d'habitude et ça m'intrigue énormément. Alors si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire et à me partager votre avis parce que je suis vraiment curieuse. J'ai aussi eu Station Eleven de Emily St. John Mandel aux éditions Rivage. Et donc là, Jean-Mi m'a dit, vas-y, tu peux y aller. Ok. Donc je l'écoute et donc là on est avec Un soir d'hiver à l'Elgin Théâtre de Toronto. Le célèbre acteur Arthur Leander s'écroule sur scène en pleine représentation du Roi Lear. Plus rien ne sera jamais comme avant. Dans un monde où la civilisation s'est effondrée, une troupe itinérante d'acteurs et de musiciens parcourt la région du lac Michigan et tente de préserver l'espoir en jouant du Shakespeare et du Beethoven. Ceux qui ont connu l'ancien monde évoquent avec nostalgie, alors que la nouvelle génération peine à se le représenter. De l'humanité ne subsiste plus que l'art et le souvenir, peut-être l'essentiel. Entre l'avant et le présent, Station Eleven entrelace sur des décennies la destinée de personnages inoubliables. Élégie sur la condition humaine, se livre à la construction vertigineuse, envoûte le lecteur par sa puissance romanesque et émotionnelle. Ce qui m'intrigue vraiment, c'est ce côté un peu, je ne vais pas dire post-apo, mais en tout cas futuriste où on est sur une humanité qui n'existe plus. Donc ouais, ça m'intrigue vachement, surtout que ça se passe sur plusieurs décennies, donc ça peut être vachement sympa. J'ai aussi eu Résidence en Normandie de Hervé Mestron aux éditions Zinedi. Alors, je prends le bandeau parce que... on est sur 3 nouvelles, donc c'est un tout petit truc, attention. Hein.
On est sur 139 pages, donc 3 nouvelles du coup de Hervé Mestron. Donc on est du coup sur un monde institutionnel, sportif ou commercial. Un sentiment d'exclusion et la transgression des codes conduisent à la sagesse en passant par le meurtre. Donc on est sur des nouvelles noires, mais apparemment c'est super bien écrit. Donc voilà, si à la rigueur certaines personnes l'ont lu, je pourrais être curieuse. Et en tout cas, si ça vous intéresse, je sais que je suis pas trop nouvelle, mais j'aime bien de temps en temps glisser une entre deux romans. Ça avance et ça permet d'aller plus vite et de changer un petit peu, d'avoir vraiment une histoire finie complètement entre deux romans très rapidement et j'aime beaucoup. J'ai aussi eu La Bête des Vosges de Daniel Thierry et Marc Wielinski aux éditions La Joanie. Ce livre a une excellente réputation, je n'entends que du bien de ce bouquin, donc j'ai vraiment très envie de le lire. Il fait d'ailleurs partie de ma pile d'urgence de toute façon. Donc on est entre mars 1977 et janvier 1978, dans le massif des Vosges évidemment. Un animal mystérieux s'attaque au troupeau et crée une véritable psychose dans la population. 300 têtes de bétail massacrées. Malgré de nombreuses battues, la bête des Vosges, particulièrement rusée, reste introuvable et son identité zoologique ne peut jamais être établie. Loup, chien errant, ours, rien de probant ne permit de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. À ce jour, le mystère reste entier. On est en hiver 2022, donc environ 45 ans plus tard. La bête est revenue dans la région. Mais cette fois, ce n'est plus le bétail qui l'intéresse et les victimes humaines s'accumulent. Le patron de la gendarmerie locale, natif du lieu, mène l'enquête assisté d'une zoologue spécialiste des primates venue du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Les pas de ces duettistes hors du commun les mènent aux portes d'un château bien mystérieux, appartenant au propriétaire de les cristalleries La Guépie, premier employeur de la région. Ce livre a de super retours et Daniel Thierry, c'est quand même une pro dans le monde du polar et du suspense. Et je vous avoue que la couverture, moi en tout cas, je la trouve vraiment très jolie. J'adore ces forêts, ce petit château là dans le fond. J'ai aussi reçu Le Veilleur du Lac de Nicolas Leclerc. Alors Nicolas Leclerc, c'est un auteur que j'adore lire. Des livres, généralement, je ne les loue pas parce que j'adore ce qu'il propose. Et là, on est avec Fanny qui a 17 ans. Elle fuit vers l'Allemagne sans un regard en arrière. Seul l'avenir compte. L'avenir avec Maya, sa meilleure amie, son âme sœur. Au cœur du Jura, dans le village paisible et idyllique de Malmaison-le-Lac, les habitants sont en état de choc. La famille Parisot a disparu. Le capitaine de gendarmerie Bruno Albertini se rend dans la bâtisse isolée, désormais vide, dont les premiers indices laissent à penser qu'un massacre s'est déroulé en ces lieux et que le contenu du coffre-fort a été dérobé. Et tout semble indiquer que Fanny Parisot serait la clé de cette nuit sanglante. Moi j'adore Nicolas Leclerc, ce qu'il produit, ce qu'il propose comme histoire, j'adore, je trouve ça super. Donc en tout cas celui-ci me faisait énormément envie, il est sorti il n'y a pas très longtemps et j'ai carrément trop hâte de le découvrir. J'ai aussi eu Jour de ténèbres de Alain Decker aux éditions Robert Laffont, qui a été élu Grand Prix des enquêteurs 2023. Et donc là, on est au printemps à San Diego, en Californie, mais un brouillard opaque s'est emparé de la ville. Le corps d'une jeune Suédoise fraîchement débarquée à l'université internationale est retrouvé sauvagement mutilé, première pièce d'un puzzle obscur et sanglant. Avec l'aide d'Alex Craddock, son coéquipier, et de Sue Baker, sa compagne journaliste, le lieutenant Elvis Cochran se lance dans une course contre la montre à la poursuite de Fogg, un tueur en série féru d'histoire des États-Unis, qui semble avoir toujours une longueur d'avance. C'est le début d'un jeu de piste aussi dangereux que haletant dans un brouillard de plus en plus épais. Un premier polar est lu parmi 200 manuscrits anonymes, un prix littéraire pour le genre le plus populaire en France. Ma foi, pourquoi pas ? En vrai, en tout cas, moi il m'attire beaucoup cette histoire, encore une fois, de brouillard et de tueur en série féru d'histoire des États-Unis. Je trouve que ça peut être sympa. Ça amène quelque chose de différent aussi à l'histoire, une autre dimension. J'ai aussi eu
Action et vérité de M.J. Arledge, où là on est avec une vague de criminalité qui frappe Southampton. Un incendie parti de rien, un vol de voiture qui tourne mal, un meurtre dans un parc. Rien ne semble rapprocher ces événements et pourtant quelque chose les relie. Au fur et à mesure de son enquête, Ellen Grace, donc personnage très récurrent avec M.J. Arledge, observe avec effroi un puzzle machiavélique prendre forme. Toute la ville est menacée face à cette affaire, d'une ampleur et d'une complexité inédite. Ellen parviendra-t-elle à protéger les habitants de Southampton ? M.J. Arledge, c'est quand même un auteur très coté, qui en tout cas a une collection, alors de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises. On doit être quand même sur 8 ou 10 livres, je crois, avec Ellen Grace. Est-ce que ça va être mis quelque part 10e volet, c'est ça, Action Vérité, c'est le 10e volet de la série. Il met en scène Ellen Grace. Donc du coup, voilà. Alors, après, je ne sais pas du coup si on peut lire celui-ci sans avoir lu les autres. Si vous l'avez lu et que vous jugez qu'on peut le lire sans avoir lu les autres, ça peut m'intéresser, en effet. J'ai aussi eu Au commencement de Ivan Zinberg aux éditions HarperCollins Noir. Et là, on est entre deux tours de la présidentielle de 2022. Alors, clairement, ça fait pas partie forcément des thématiques qui m'attirent le plus. Mais on va dire que Ivan Zinberg a quand même... moi, j'avais adoré... Merde, j'ai plus le nom. Celui... Ah bah puis ce sera pas là, ce sera dans le salon. Celui qu'il avait lu... celui qu'il avait écrit aux éditions Ring ou Cosmopolis, je ne sais plus. Mais j'avais adoré celui-ci. Et... Non, je retrouve pas le titre. Bref, du coup, on va dire que je sais que j'ai déjà lu un livre de l'auteur et que je peux y aller un peu plus facilement. Là, on est entre deux tours de la présidentielle donc de 2022. Dans le 93, un dealer, un gitan, une prostituée et un chômeur sont tués à bout portant. Aucun n'avait d'ennemis connus, tous vivaient des vies ordinaires, faites de petits trafics, de secrets, de rêves et de ratés. À la crime, le groupe du commandant Delma est saisi de l'enquête. Une enquête qui survient dans un moment crucial pour ce flic hors des clous, auquel on reproche son laxisme ou en tout cas de fermer les yeux sur les écarts de son équipe. Très vite, la piste terroriste ne fait aucun doute et le tueur qui agit seul sur un scooter semble suivre un modèle, Mohamed Merah. La chasse à l'homme peut commencer. Course contre la montre et contre les extrêmes jusqu'au final stupéfiant, ce nouveau polar d'Ivan Zinberg, bluffant de réalisme, offre un regard acéré sur la radicalité. Alors, Matière Noire, c'est ça, qui était sorti... Matière Noire, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Qui était sorti donc chez Cosmopolis à l'époque. Disons, en fait, moi ce qui me freine un peu dans ce livre, c'est dans le 93, un dealer, un gitan, une prostituée et un chômeur. Et du coup, déjà on dirait le début d'une blague. Je suis désolée, hein, mais clairement on dirait le début d'une blague, sont sur un bateau. Un des deux tombe à l'eau. Un dealer, un gitan, une prostituée, un chômeur. Je sais pas, il y a vraiment ce... Moi, ça me freine au niveau de la présentation en fait, des personnages, au niveau de la présentation, en tout cas des meurtres, tout ça, ça me freine un peu. Je sais pas pourquoi, on parle de trafic tout de suite. Ah, je voulais dire, moi, le système des drogues, etc., c'est pas du tout ma came. Donc, si je peux éviter, voilà. Après, ça reste Ivan Zinberg, et je me dis que ça peut être très intéressant à découvrir quand même. J'ai aussi eu La somme de toutes nos larmes de Jean-Christophe Boucou aux éditions HarperCollins Noir. Et là, encore une fois, chronique, avis dithyrambique de la part de Jean-Mi, donc pourquoi pas. Près de 20 ans après les faits, Nila Devereaux, agente de sécurité dans un supermarché de Montreuil, retrouve son frère Zéphyr qu'elle croyait mort dans le massacre de leur famille par 4 casques bleus en Haïti. Ensemble et déterminés, ils vont partir en chasse et assouvir leur soif de vengeance. Une vengeance teintée de sang et de magie noire. À quelques encablures, un prêtre est retrouvé errant nu et désorienté. Des traces de drogue dans son sang révèlent qu'il a été victime d'un rite vaudou qui l'a transformé en zombie.
Intéressant ça. On parle rarement des trucs vaudous, ça peut être vraiment sympa. Rapidement, le capitaine de police Hugo Petry remonte la piste d'un tueur sorcier dans une enquête qui le conduira de Paris au bas-fond de Port-au-Prince. Ça peut être sympa. On va dire que ce côté un peu Haïti me faisait un peu peur, mais j'avoue qu'en lisant la 4e de couverture, ça donne quand même un éveil de la curiosité. Ensuite, Jean-Mi m'a offert pour mon Noël, donc il est tombé dessus à la librairie et du coup il me l'a offert pour Noël et je trouve ça vraiment adorable. Les cœurs perdus de Hervé Jourdain aux éditions Fleuve, mais on est plutôt sur un roman historique. Et il sait que quand on parle d'histoire d'amour et d'histoire avec un grand H, ça me plaît toujours. Donc il m'a offert du coup Les cœurs perdus d'Hervé Jourdain. On est en mars 1793, de retour dans son bocage vendéen natal. Noé, son diplôme de médecin tout juste en poche, a hâte de revoir les siens. Surtout la belle Marie, dont il est amoureux depuis l'enfance. Mais Pierre Brune, durant son absence, a bien changé. La colère des paroissiens, attisée par la noblesse et une partie du clergé, gronde à l'écart des partisans de la Révolution. En essayant de rejoindre ses parents, contraint de s'exiler à La Rochelle après avoir été accusé d'être acquis aux idées nouvelles, le jeune homme va se retrouver embarqué dans une guerre qui n'est pas la sienne. De ville assiégée en champ de bataille, il suit alors les troupes, parfois bleues, parfois blanches, et devient le témoin des atrocités commises. Un roman qui raconte la violence des guerres de Vendée sur fond d'amour et d'humanité. Voilà. En tout cas, encore merci Jean-Mi, parce que ça me fait vraiment plaisir. Je pense que ça peut me changer et en tout cas ça m'attire beaucoup. J'aime beaucoup la couverture qui est vraiment très jolie et le côté historique me plaît énormément. Ensuite, j'ai eu aussi Les Affreux de Jonathan Hérès, Jeddah Hérès aux éditions, je ne sais plus, Equinox, voilà. Dans une petite ville du Missouri, Jimmy Mondal, shérif corrompu, doit gérer son ex-femme, sa fille rebelle, ses adjoints et son complice, un dangereux trafiquant de drogue qui utilise un magasin de pêche pour dissimuler des activités illicites. Ajoutez à cela un télévangéliste que 2 voyous minables entreprennent de faire chanter, et vous obtenez une bande d'affreux qu'un drame local va entraîner dans une spirale infernale. Bastos, cadavres et fractures ouvertes au programme, à bon entendeur. Pourquoi pas ? En tout cas, j'ai vu d'excellents avis dessus. J'adore la couverture. Très colorée, très jolie. En vrai, j'aime beaucoup les éditions Equinox qui proposent quand même quelque chose de souvent qui tient vraiment la route et qui en plus est vraiment très joli visuellement au niveau de la couverture. J'ai aussi eu Comment va la nuit de Christian Carayon aux éditions HC Éditions. Alors, Christian Carayon, on ne le présente plus. Il a écrit énormément de livres qui sont très très appréciés, qui ont d'excellents retours. Et donc là, on est avec Anthony Malo qui est en train de mourir, seul. Un dernier élan le pousse à se jeter dans le froid, à se traîner jusqu'à la grange, où il laisse comme un appel une couverture brodée qui lui était offerte par une femme qu'il a aimée. Cet homme solitaire, véritable énigme pour tous les gens du village, au creux des Alpes où il s'est installé 10 ans plus tôt, n'a jamais expliqué son passé. Victoria, la jeune infirmière réfugiée dans la vallée pour une raison qu'on ignore aussi, est la seule à avoir approché le mystère. Dans une construction magistrale à la chronologie inversée, Christian Carayon remonte aux origines du mal. J'aime ce qu'on me dit là, c'est-à-dire que la construction est inversée. Donc je suppose qu'on va partir de la fin de l'histoire et qu'on va remonter progressivement aux origines et je trouve ça super en fait. J'adore ce principe-là de construire un peu différemment les histoires et du coup de nous proposer quelque chose de différent au moment de la lecture, une nouvelle expérience qui peut être vraiment vraiment sympa. J'ai aussi eu Les Morts de Beaurain de François Vertz aux éditions Rouergue Noir. Et là, on est donc après un terrible attentat qui vient de déchirer la communauté catholique, fauchant des familles et des vieillards à Beaurain, tout paraît accusé de jeunes Belges revenus d'une terre de djihad. Sous le choc des événements, les 2 associés d'une modeste agence de presse tentent de rassembler des informations. Yves de Meulemester active ses contacts dans le milieu islamiste, tandis que Léopold Verbiste recueille le témoignage d'un père de l'une des victimes.
Tout se corse lorsqu'Ingrid Mertens, militaire active et mère adoptive d'un enfant soldat du Congo, leur apprend la disparition de son fils, petit voyou, évoluant aux marges de bandes urbaines. Aux dernières nouvelles, Jérémy s'est mis à fréquenter des cathos ultra les croisés. Alors, je vous avoue que là, moi, je ne suis mais pas du tout tentée. C'est un livre donc, que Jean-Mi m'a conseillé, qu'il m'a mis dans les mains, m'a dit si celui-là, en vrai il est génial, il m'a fait faire la chronique, donc je me souviens très bien de la chronique où il disait qu'il était vraiment très bon, mais alors le côté djihad, le côté militaire actif, le côté enfant soldat du Congo, etc., Cato ultra en plus, le genre de thématique qui ne m'attire, mais pas du tout. Autant partir dans des pays comme tout à l'heure Venise, etc. Oui, pourquoi pas, ça m'intrigue. Mais alors là, les thématiques me font plus fuir qu'autre chose. Donc, si un jour je viens me plonger dedans, je vous en donnerai des nouvelles, mais ça ne sera pas clairement dans mes prochaines lectures. J'ai aussi eu L'ombre de Franck Olivier, où on est là avec un prêtre aux États-Unis, exfiltré à Rome, exilé en Indonésie. Patrick Holman s'est livré à une série de meurtres barbares avant d'être arrêté et exécuté. Voilà. La thématique m'intéresse. 20 ans après sa mort, un corps mutilé dans les montagnes de Californie ranime son souvenir. Est-ce une émule ou plutôt un disciple qui a commis cet acte atroce ? Voilà, c'est intéressant. C'est vraiment... Après, je ne doute pas que certaines personnes sont intéressées par les thématiques du djihad et compagnie. Par contre, clairement, moi, je préfère ce genre de thématique-là. L'agent spécial Michel Ventura se tourne vers Nicolas Foster, célèbre écrivain et profiler devenu consultant du FBI. Fasciné par Holman, il s'est nourri de la pensée du prêtre pour disséquer la mécanique du crime. Mais jusqu'à quel point ? Entre horreur et sublime, Franck Olivier, scénariste français rompu aux méthodes américaines, explore la fascination pour le mal dans le thriller remarquable. Là, voilà. En vrai, là, cette histoire-là me plaît beaucoup. De toute façon, maintenant, vous me connaissez, hein, vous savez ce que j'aime, donc... Ensuite, j'ai récupéré aussi chez Jean-Mi Les Portes étroites de Simon François. Et alors là, c'était pareil, hein, c'était... quelque chose de génial, d'extraordinaire, surtout au niveau de l'écriture. Moi je me souviens qu'il m'a fait écrire énormément d'extraits parce que c'était des moments du livre qu'il avait littéralement adoré. Du coup, voilà, il m'a vraiment convaincue. Donc après, à voir si ça va le faire ou pas. On est depuis 20 ans qu'il fait des ventouses sur les plateaux de cinéma. Didier est un peu passé à côté de sa vie. Sa carrière de musicien n'a jamais pris, sa femme est malade et son fils a foutu le camp. C'est peut-être pour cette raison qu'il se prend d'affection pour Ted, un jeune ventouseur, collant mais pas méchant. L'avenir devant lui, du moins avant d'être accusé du meurtre d'un acteur, ce que Didier refuse de croire. Alors, un peu malgré lui, il accepte de coopérer avec une journaliste pour sortir le gamin de Fleury-Mérogis. Mais l'affaire se corse quand la jeune femme constate d'inquiétants liens entre le meurtre et le laboratoire Delattre, un géant pharmaceutique qui s'est octroyé quelques libertés avec la loi. Et si le duo est prêt à tout pour venir en aide à Ted, il apprendra à ses dépens qu'on ne s'attaque pas impunément aux colosses des hautes sphères. Donc, oui, pourquoi pas. Celui-ci me plaît beaucoup plus, vraiment. Et il paraît qu'au niveau de l'écriture, il est vraiment génial. Donc, à la rigueur, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog la chronique de Jean-Mi dans la catégorie Polar Maniac. Vous allez retrouver toutes ces chroniques. N'hésitez pas à aller jeter un œil parce que, en tout cas, son avis à lui était ultra positif. J'ai aussi récupéré Terra Mater de Nicolas Nuten aux éditions Nouveaux Auteurs 2. Alors moi déjà, je mets une petite alerte. J'adore la couverture. Je trouve que la couverture est superbe. J'adore. Franchement, c'est ma came. Là, en vrai, tout de suite, je peux vous dire, j'adore la couverture. Un jeu dangereux, des secrets bien enfouis, un thriller captivant où le passé risque de ressurgir des profondeurs de la Terre. Erwan et Tony, deux amis passionnés de sport extrême, testent une nouvelle application de géocaching qui les emmène explorer une grotte inconnue. Là, une découverte tragique va marquer le point de départ d'une nouvelle partie du jeu terrifiante. De son côté, la lieutenant Romane Delnier, dont la carrière stagne, est affectée à une nouvelle enquête pour homicide.
Si la jeune femme s'empresse d'accepter la mission, y voyant une opportunité de s'échapper de la routine quotidienne, elle est loin d'imaginer les sombres révélations de cette affaire qui l'amèneront à douter de tous, y compris d'elle-même. Alors moi, ce côté d'exploration de grotte, j'adore. J'adore parce que pour peu que ça tourne mal, on peut se retrouver dans des huis clos, etc. Moi, ça me plaît. En vrai, ça me plaît beaucoup. Et Nicolas Nutten a surtout d'excellents retours. Peu importe ses livres, je ne vois que du positif sur cet auteur. Donc en tout cas, si vous voulez tester, allez-y, faites-vous plaisir. Il nous en reste 2. On est sur la fin. J'ai aussi récupéré chez Jean-Mi l'anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan. Alors celui-ci, j'en avais entendu parler par Séverine dans une vidéo où elle était... alors je crois que c'était un top 100 de romans policiers, thrillers, tout confondu, ou américains, ou je sais plus, quelque chose comme ça. On est avec Kate qui vient de se voir confier l'affaire de sa vie, celle qui accuse l'un des hommes les plus proches du pouvoir d'un terrible crime. Kate doit faire condamner James Whitehouse. Sophie adore son mari James. Elle est prête à tout pour l'aider à préserver sa famille. Sophie doit trouver la force de continuer comme avant. Comme avant ? Vraiment ? Quel sombre secret dissimule le scandale ? Et à quel jeu se livrent réellement ces 2 femmes et cet homme ? Elle veut le détruire, elle veut le sauver, la vérité est une chose dangereuse. Best-seller international. Anatomie d'un scandale est un thriller psychologique et domestique sulfureux qui mêle radiographie d'un mariage et décryptage des arcanes du monde politique. Un roman ténébreux et puissant. Il a eu d'excellents retours, ce bouquin. Moi, je me souviens qu'on en avait parlé justement pendant le live de Séverine. Et en tout cas, ce bouquin a eu d'excellents retours et donnait vraiment très très envie. Et en plus, en vrai, je trouve que la couverture est vraiment très très jolie. Et le dernier, Le silence et la colère de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, on ne le présente plus évidemment, un des plus grands auteurs français. On est avec un ogre de béton, une vilaine chute dans l'escalier, le salon des arts ménagers, une grossesse problématique, la miraculée du Charleville-Paris, la propreté des Françaises, salon du Levant savon des gagnants, des lapins de laboratoire de Lavaux, 20 000 francs de main en main, une affaire judiciaire relancée, la mort d'un village, le mystérieux professeur Keller, un boxeur amoureux, les nécessités du progrès, le chat Joseph, l'inexorable montée des eaux, une vendeuse aux yeux gris, la confession de l'ingénieur Détouche, un accident de voiture. Et 3 histoires d'amour. Eh bien, j'adore. J'adore cette présentation. Je trouve que la présentation est vraiment originale. On nous raconte pas de trucs, on nous dit, voilà, on est avec ça, ça et ça. Et je trouve que la présentation est vraiment super originale. Donc c'est Le silence et la colère de Pierre Lemaitre aux éditions Calman Levy. Et par contre, attention, il vient après... après le Grand Monde. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont en lien ou pas tous les deux, parce que j'ai lu ni l'un ni l'autre, mais je sais qu'il vient après le Grand Monde. Donc il y a le Grand Monde, ou Grand Monde, et ensuite on a Le silence et la colère. Donc méfiez-vous. En tout cas, renseignez-vous, parce que je voudrais pas vous dire de conneries. Je ne sais pas s'ils sont en lien tous les deux ou pas, mais en tout cas, il vient après. Voilà, Boucole terminé. Bravo, félicitations à tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout. Merci de votre soutien. J'espère que vous avez peut-être découvert des livres que vous ne connaissiez pas. Peut-être que vous en aviez vu passer et que vous ne connaissiez pas l'histoire. Peut-être que maintenant certains vous intéressent. Peut-être que vous allez avoir vous aussi envie de plonger dans certains romans. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur certains romans. Peut-être pourquoi pas pour me pousser à les lire. Voilà, d'ici bientôt, d'ici très prochainement, d'ici les prochaines vidéos. Voilà, poussez-moi à en sortir certains qui peut-être sur lesquels j'ai un peu tiqué et qui peut-être vous ont plu et voilà. Donc écoutez, je vous remercie encore d'être resté jusqu'au bout, que sur cette vidéo, vraiment il va falloir que j'achète moins de livres en fait. Je crois que le problème il vient de là. Quand j'aurai moins de livres tous les mois, nos vidéos seront plus courtes. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye.